Cap et Rainbird. Le 24 mars, jour de l'anniversaire de Charlie McGee, Cap Hollister se trouvait assis derrière son bureau, envahi par un sentiment de malaise intense mais imprécis. La raison de ce malaise n'était pas imprécise. Dans moins d'une heure, John Rainbird serait là, et c'était un peu comme si le diable allait sortir de sa boîte, si l'on peut s'exprimer ainsi. Du moins, le diable s'en tenait-il à un marché conclu, si l'on en croyait ce qu'on racontait. Mais Cap avait toujours été convaincu qu'il existait quelque chose de fondamentalement irrépressible chez John Rainbird. En fin de compte, il n'était rien d'autre qu'un tueur à gages, et les tueurs finissent toujours par s'autodétruire, tôt ou tard. Cap avait le sentiment que lorsque la fin de Rainbird arriverait, ce serait dans un bang spectaculaire. Que savait-il exactement sur l'opération McGee ? Pas plus qu'il n'en fallait, probablement, mais le doute le tenaillait. Ce n'était pas la première fois qu'il se demandait si, une fois terminée l'affaire McGee, il ne serait pas sage d'organiser un accident pour ce colosse d'Indien. Comme l'aurait mémorablement exprimé le père de Cap, Rainbird faisait partie de ces gens assez dingues pour bouffer de la merde de rat et appeler ça du caviar. Il soupira. Dehors, une pluie froide battait les fenêtres, rabattue par le vent. Son bureau, si clair et si agréable en été, se marbrait maintenant d'ombres grises. Elle n'était pas tendre avec lui, tandis qu'il se trouvait, assis là, le dossier McGee à sa gauche sur sa desserte de bureau. L'hiver lui avait flanqué un coup de vieux. Ce n'était plus l'homme désinvolte arrivé à vélo à la porte principale en ce jour d'octobre, où à nouveau les McGee s'étaient échappés, laissant derrière eux une tempête de feu et de flammes. Des rides, qu'on pouvait à peine déceler sur son visage à cette époque, le marquaient maintenant de leur empreinte profonde. Il avait subi l'humiliation des doubles foyers, les lunettes de vieux selon lui, et le seul fait de se les mettre sur le nez lui avait donné la nausée pendant les 6 premières semaines. Bagatelle que tout cela, symbole visible de la façon stupide, idiote, dont les choses avaient tourné. Bagatelles contre lesquelles il râlait, car tout son entraînement, tous les cours, lui avaient appris qu'il était inutile de râler contre les sujets plus graves qui se cachaient sous la croûte. Comme si cette satanée gamine était un porte-poisse. Les 2 seules femmes à qui il avait voué une profonde affection depuis la mort de sa mère étaient mortes d'un cancer cet hiver. Sa femme, Georgia, 3 jours avant Noël, et sa secrétaire particulière, Rachel, il y avait à peine plus d'1 mois. Bien sûr, il savait que Georgia était gravement malade. Une mammectomie 14 mois plus tôt avait ralenti mais pas arrêté l'évolution de la maladie. La mort de Rachel avait été une cruelle surprise. Alors que la fin était proche, il se souvenait, c'est curieux ces souvenirs inoubliables, avoir plaisanté sur le fait qu'elle avait besoin de se remplumer, et Rachel lui avait retourné la plaisanterie. Tout ce qu'il lui restait désormais, c'était la boîte, et pas pour longtemps, peut-être bien. Une sorte de cancer insidieux avait attaqué Cap lui-même. Comment dire, un cancer de la confiance, quelque chose comme ça. Et au niveau supérieur, ce genre de maladie était presque toujours fatal. Nixon, Lance, Helms, tous victimes du cancer de la crédibilité. Il ouvrit le dossier McGee et en sortit les dernières pièces, les 6 lettres postées par Andy moins de 2 semaines plus tôt. Il les parcourut sans les lire. C'était essentiellement la même lettre, et il en savait le contenu presque par cœur. Au-dessous, des photos sur papier glacé, certaines prises par Charles Payson, certaines par d'autres agents du côté Tashmore de l'étang. Des photos représentant Andy en train de remonter la rue principale de Bradford. Des photos d'Andy faisant des courses au magasin général et réglant ses achats. Des photos d'Andy et Charlie près du hangar à bateau au chalet. La Willis de Manders, simple tas de neige en arrière-plan. Une photo représentant Charlie en train de glisser le long d'une pente abrupte et étincelante de neige durcie, sur une caisse en carton aplati, les cheveux au vent sous un bonnet de tricot trop grand pour elle. Sur cette photo, son père se trouvait derrière elle, ses mains gantées sur les hanches, la tête jetée en arrière, riant à gorge déployée. Souvent, longuement et de façon opposée, Cap avait regardé ces photos, et parfois il avait surpris un tremblement de sa main en les reposant. Il lui fallait ces gens. Il se leva et alla un instant à la fenêtre. Rich McKeon ne taillait pas la pelouse aujourd'hui. Les arbres étaient nus et squelettiques, la mare au canard entre les 2 bâtiments, une simple étendue vide d'un gris d'ardoise. Le fiasco chez les Manders s'était traduit par un grabuge monstre. Cela ne tourmentait plus la boîte, pas plus que Cap, mais cela avait engendré une lame de fond critique qui ne tarderait pas à déferler. L'épicentre de cette lame était la manière dont on s'était occupé des McGee à compter du jour où Victoria McGee avait été tuée et sa fille enlevée. Pas pour longtemps, il est vrai. Nombre de reproches portaient sur le fait qu'un maître assistant à la fac, qui n'avait jamais été militaire,
avait pu reprendre sa fille à 2 agents de la boîte parfaitement entraînés, laissant l'un fou et l'autre dans un coma qui avait duré 6 mois. Ce dernier ne serait jamais plus bon à rien. Si quelqu'un prononçait le mot dormir près de lui, il tournait de l'œil comme désarticulé et pouvait demeurer dans les pommes de 4 heures à un jour entier. Curieusement, c'était plutôt drôle. Une autre critique majeure tenait au fait que les McGee s'étaient arrangés pour garder une longueur d'avance sur eux pendant si longtemps. Cela foutait mal pour la boîte. Ils passaient tous pour des crétins. Mais les critiques les plus importantes concernaient l'incident de la ferme Manders, car cela avait bien failli faire éclater la boîte tout entière. Cap savait que les murmures avaient commencé. Les murmures, les notes, peut-être même les témoignages lors des auditions ultra-secrètes du Congrès. Nous ne voulons pas qu'il s'incruste comme Hoover. Cette histoire de Cuba est allée à volo parce qu'il n'a pas vu lever la tête de ce sacré dossier McGee. Il a perdu sa femme il y a très longtemps, vous savez. C'est triste. Cela l'a durement secoué. Toute cette affaire McGee n'est qu'une montagne d'ineptie, peut-être qu'un homme plus jeune. Mais nul ne discernait à quoi il s'attaquait. Il croyait comprendre, mais il ne comprenait rien. Il avait vu nier sans cesse le simple fait que cette fillette était douée de pyrokinésie, qu'elle avait le pouvoir d'allumer des feux. Des douzaines de rapports, littéralement, laissaient entendre que l'incendie, chez les Manders, avait été provoqué par de l'essence renversée, par une femme qui avait cassé une lampe à pétrole, par une putain de combustion spontanée, et Dieu sait quelles autres âneries. Certains de ces rapports émanaient de gens qui s'étaient trouvés sur les lieux. Debout devant la fenêtre, Cap se surprit à souhaiter, avec une certaine perversité, que Van Ness se trouvât là. Van Ness avait compris. Cap aurait pu lui parler de cet aveuglement dangereux. Il revint à son bureau. Inutile de se raconter des histoires. Une fois ce processus de sape en branle, rien à faire pour l'arrêter. Exactement comme un cancer. On pouvait en retarder l'évolution en faisant appel à des faveurs, et Cap avait gaspillé 10 ans de faveurs simplement pour se maintenir en selle l'hiver dernier. Et on pouvait même obtenir une certaine rémission. Mais tôt ou tard, on était refait. Il eut le sentiment que cela se produirait avant juillet, s'il jouait le jeu, et que cela durerait peut-être jusqu'en novembre, s'il décidait d'en mettre un coup et de durcir sa position. Cependant, cela pouvait impliquer de faire péter les coutures de l'agence, et c'était une chose qu'il ne voulait pas. Il n'avait pas le moindre désir de détruire ce à quoi il avait consacré la moitié de sa vie, mais il le ferait s'il le fallait. Il lui fallait mener cette affaire à son terme. Le fait majeur qui lui avait permis de garder la barre était la rapidité avec laquelle ils avaient retrouvé les McGee. Cap était heureux qu'on eût porté ce succès à son crédit, car cela confortait sa position, mais de fait, c'était surtout l'ordinateur qui s'était tapé le boulot. Ils étaient sur l'affaire depuis assez longtemps pour connaître le dossier McGee dans ses moindres détails. L'ordinateur avait en mémoire les faits concernant plus de 200 parents et 400 amis de l'entourage de McGee Tomlinson. Cela remontait jusqu'à la meilleure amie de Vicky à l'école primaire, une fille du nom de Cathy Smith, devenue Madame Frank Worthy, habitant Cabral en Californie, laquelle n'avait probablement pas eu la moindre pensée pour Vicky depuis plus de 20 ans. On avait fourni à l'ordinateur des données concernant les vues pour la dernière fois, et il avait rapidement craché une liste de probabilités. En tête de liste, le défunt grand-père d'Andy, naguère propriétaire d'un chalet à Tashmore Pond, dans le Vermont. Les McGee y avaient passé leurs vacances, et le lieu se trouvait situé à distance raisonnable de la ferme des Manders, en empruntant des routes secondaires. L'ordinateur décida que si Andy et Charlie devaient se rendre en un lieu connu, ce serait là. Moins d'une semaine après qu'ils se furent installés chez grand-père, Cap savait qu'il s'y trouvait. On entoura le chalet d'un cordon assez lâche. On s'arrangea pour acheter le magasin de nouveautés à Bradford, tablant sur la probabilité que s'ils avaient des achats à faire, de quelque nature que ce fût, il leur faudrait se rendre dans cette bourgade. Une surveillance passive, rien de plus. On avait pris toutes les photos au téléobjectif dans des conditions optimales de camouflage. Cap ne souhaitait nullement risquer un nouvel incendie. Ils auraient pu se saisir tranquillement d'Andy lors d'un de ses voyages à travers le lac. Ils auraient pu les abattre tous les deux aussi facilement qu'ils avaient pris la photo de Charlie faisant du traîneau sur sa boîte en carton. Mais Cap voulait la fillette, et il en était arrivé à croire que s'ils désiraient vraiment parvenir à la contrôler, il leur faudrait également le père. Après les avoir retrouvés, le premier objectif avait consisté à s'assurer qu'ils resteraient tranquilles. Cap n'avait nullement besoin d'un ordinateur pour lui dire que plus Andy aurait peur, et plus ils augmenteraient les chances qu'il recherche une aide extérieure. Avant l'affaire Manders, on aurait pu se débrouiller d'un écho dans la presse ou s'en accommoder. Après, c'était différent.
Cap avait des cauchemars à la seule pensée de ce qui arriverait si le New York Times avait vent d'une telle affaire. Pendant une brève période, au cours de la confusion qui avait suivi l'incendie, Andy aurait pu poster ses lettres. Mais apparemment, les McGee avaient vécu eux aussi en pleine incohérence. Ils avaient laissé filer leur chance de poster des lettres ou de passer un coup de fil, ce qui aurait pu tout aussi bien ne les mener à rien. Il y a des tas de cinglés dans la nature de nos jours, et les journalistes sont plus cyniques que quiconque. Leur boulot est devenu une affaire de prestige. Ce que font la fille Hemingway ou Baudérec les intéresse davantage. C'est plus sûr. Maintenant, les deux intéressés se trouvaient coincés. Cap avait eu tout l'hiver pour examiner les diverses possibilités. Même au cours des obsèques de sa femme, il avait envisagé ces solutions. Il en était progressivement arrivé à un plan d'action et il se trouvait prêt à passer à la phase d'exécution. Payson, leur homme à Bradford, avait dit que la glace n'allait pas tarder à fondre sur Tashmore Pond, et McGee avait finalement envoyé ses lettres. Déjà, il attendait une réponse avec impatience et commençait peut-être à soupçonner que ces lettres n'étaient jamais parvenues à leur destinataire. Peut-être s'apprêtait-il à partir et Cap préférait savoir où ils étaient. Un épais rapport dactylographié accompagnait les photos, plus de 300 pages, dans une chemise bleue marquée « Top secret ». 11 médecins et psychologues avaient établi une synthèse sous la direction du docteur Patrick Hochstetter, psychologue et psychothérapeute. Pour Cap, c'était un des 10 ou 12 esprits les plus fins dont disposait la boîte. Et il valait mieux qu'il en soit ainsi si l'on considérait les 8 000 $ que sa seule synthèse avait coûté aux contribuables. Tout en feuilletant le rapport, Cap se demandait ce que Van Ness, ce vieux diseur de bonne aventure, en aurait fait. Il y trouva confirmation de son intuition qu'il leur fallait Andy vivant. Le postulat sur lequel l'équipe Hochstetter avait fondé son enchaînement logique reposait sur l'idée que tous les pouvoirs en présence étaient exercés volontairement, leur première cause résidant dans la volonté du détenteur de les utiliser, et le mot-clé était volonté. Les pouvoirs de la fillette, dont la pyrokinésie n'était que la pierre angulaire, avaient une façon d'échapper au contrôle, de sauter prestement par-dessus les barrières de sa volonté, mais cette étude, qui intégrait tous les renseignements disponibles, indiquait que c'était la petite elle-même qui décidait de mettre les choses en branle ou pas, comme elle l'avait fait à la ferme des Manders, en comprenant que les agents de la boîte essayaient de tuer son père. Il feuilleta les pages consacrées à la première expérimentation du lot 6. Tous les graphiques et toutes les fiches d'ordinateur aboutissaient à la même conclusion, la cause première était la volonté. En faisant de la volonté la base de tout, Hochstetter et ses collègues avaient passé en revue un arsenal de drogues étonnant avant de conseiller l'emploi de la thorazine pour Andy et d'une nouvelle drogue appelée aurazine pour la fillette. 70 pages de charabia pour conclure que ces drogues leur donneraient un sentiment de bien-être, de défonce, de flottement. Ni l'un ni l'autre ne pourrait plus disposer d'assez de volonté pour choisir entre du lait chocolaté ou du lait nature, sans parler d'allumer des feux ou de convaincre un homme qu'il était aveugle. Il conserverait Andy McGee constamment sous drogue. Il n'avait pas vraiment besoin de lui, et le rapport et l'intuition de Cap s'accordaient pour dire qu'il constituait une impasse, qu'il était grillé. C'était la fillette qui les intéressait. Qu'on me laisse 6 mois, pensait Cap, et ça suffira. Juste assez pour tracer le relevé topographique de cette étonnante petite tête. Aucune sous-commission du Sénat ou de la Chambre ne résisterait à la promesse de pouvoirs psy chimiquement induits et à leurs énormes implications sur la course aux armements si cette gamine était seulement la moitié de ce que soupçonnait Van Ness. Sans parler d'autres possibilités qui ne se trouvaient pas dans le rapport du dossier bleu, parce que trop explosives, même sous un cachet top secret. Hochstetter, dont l'excitation n'avait fait que croître au fur et à mesure que le tableau prenait forme sous ses yeux, et ceux de son comité d'experts, avait parlé d'une de ces possibilités à Cap il y avait à peine une semaine. « Ce facteur Z, avait dit Hochstetter, vous en avez envisagé les implications s'il apparaît que cet enfant n'est pas un hybride, mais un véritable mutant ?» Cap les avait envisagées, encore qu'il ne la voie pas à Hochstetter. Cela soulevait l'intéressante question de l'eugénisme avec ses connotations sous-jacentes au nazisme et aux races supérieures, autant de choses que les Américains avaient combattues au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était une chose que de plonger dans un puits de philosophie et d'en extraire tout un tas de conneries sur l'usurpation de la puissance divine, et une autre bien différente que de brandir des preuves expérimentales selon lesquelles les descendants de parents traités au lot 6 pouvaient être des torches humaines, entrer en lévitation, se révéler télépathes ou Dieu sait quoi encore. Les idéaux ne coûtaient pas cher tant qu'on ne disposait pas d'arguments solides pour les démolir. Et si l'on en disposait, des élevages humains
Aussi idiot que cela parût, Cap parvenait à se les imaginer. Cela pouvait se révéler la clé de tout, la paix mondiale ou la domination mondiale. Une fois débarrassé des miroirs truqués de la rhétorique et de l'emphase, un vrai panier de crabes. Les possibilités s'étendaient à une douzaine d'années dans l'avenir. Cap savait bien qu'au mieux il disposait de 6 mois, mais cela pourrait se révéler suffisant pour enclencher une politique, pour disposer d'une vue d'ensemble du terrain où seraient lancées les voies et où roulerait le train. Ce serait son legs au pays et au monde. À côté de cela, la vie d'un maître assistant de fac en cavale et celle d'une petite va-nu-pied n'étaient que roupies de Sansonnet. On ne pourrait pas étudier la fillette et se livrer à des tests suffisamment valables sur elle si elle était droguée en permanence, mais le père serait le garant de la réussite. Et pour les rares occasions où l'on voudrait se livrer à des expériences sur lui, la réciproque serait vraie. Simple système de levier. Et comme l'avait observé Archimède, un levier assez long pourrait soulever le monde. Un couinement dans l'interphone. « John Rainbird est là !» dit la nouvelle secrétaire. La voix, habituellement aimable de la fille, sonnait assez sèchement pour qu'on y devine une crainte sous-jacente. Ah, « Je ne peux pas t'en vouloir pour ça, mon petit, » pensa Cap. « Faites entrer, s'il vous plaît. » Le même vieux Rainbird. Il entra lentement dans la pièce, vêtu d'un blouson de cuir marron fatigué sur une chemise à carreaux fanés. De vieilles bottes de cuir élimées dépassaient de son jean droit et délavé. Le sommet de son énorme crâne paraissait effleurer le plafond. Le cratère de son orbite énuclée fit frissonner Cap. « Cap, dit-il en s'asseyant, j'ai passé trop de temps dans le désert. »« J'ai entendu parler de votre maison de Flagstaff, répondit Cap, et de votre collection de chaussures. » John Rainbird se contenta de le scruter sans ciller de son seul œil valide. « Comment se fait-il que je vous vois toujours avec ces mêmes écrase-merdes aux pieds ?» demanda Cap. Rainbird eut un mince sourire et ne répondit pas. Cap retrouva ce vieux sentiment de malaise, se demandant à nouveau ce que savait Rainbird et pourquoi cela l'inquiétait tellement. « J'ai un boulot pour vous, dit-il. »« Parfait. Est-ce celui que je souhaite ?» Cap le regarda surpris, réfléchit et dit « Je crois que c'est ça. »« Allez-y, Cap, racontez. » Cap décrivit le plan qui devait amener Andy et Charlie McGee à Longmont. Ce ne fut pas long. « Vous pouvez utiliser l'arme » demanda-t-il lorsqu'il eut fini. « Je peux utiliser n'importe quelle arme, et votre plan est bon, ça réussira. »« C'est gentil à vous de me donner votre approbation, » dit Cap. Il tenta d'y mettre une touche d'ironie, mais ne réussit qu'à paraître irrité. Au diable le bonhomme. « Et je me servirai de cette arme à une condition, » dit Rainbird. « À une condition. » Cap se leva, les mains appuyées sur le bureau jonché de pièces du dossier McGee, et se pencha vers Rainbird. « Non, dit-il, pas de condition avec moi. »« Cette fois j'en mets une, » dit Rainbird, « mais je crois que vous la trouverez raisonnable. »« Non, » répéta Cap, qui sentit soudain son cœur cogner dans sa poitrine, de crainte ou de colère, il ne savait pas trop. « Vous faites erreur, c'est moi le patron de cette boutique. Je suis votre supérieur. Je pense que vous avez passé assez de temps dans l'armée pour comprendre ce qu'est un officier d'un grade plus élevé. »« Oh oui, » dit Rainbird en souriant. « J'ai eu l'occasion de tordre le cou à un ou deux de ces types, dont une fois sur ordre de la boîte, sur vos ordres, Cap. »« Est-ce une menace ?» hurla Cap. Quelque chose en lui soufflait qu'il s'emballait, mais il paraissait incapable de s'en empêcher. « Si c'est ça, vous avez complètement perdu l'esprit. Si l'envie me prend de vous empêcher de quitter les lieux, il me suffit de presser un bouton. Il existe au moins 30 hommes capables de se servir de cette arme, mais aucun avec la précision de ce nègre rouge et borgne, le coupa Rainbird, sans se départir de son ton aimable. Vous croyez les tenir en ce moment, Cap, mais ce sont des feux follets. Les dieux, quels qu'ils soient, peuvent ne pas vouloir que vous les ayez. Il se peut qu'ils ne veuillent pas que vous les enfermiez dans vos chambres de malice et vacuité. Vous avez déjà cru les tenir. » Il montra les pièces du dossier entassées sur la desserte, puis le classeur bleu. « J'ai lu ce truc, et j'ai lu le rapport de votre docteur Hochstetter. »« Ah, ça m'étonnerait » s'exclama Cap. Mais il put discerner un air de vérité sur le visage de Rainbird. C'était vrai, il l'avait lu, peu importait comment. Mais qui le lui avait communiqué? Il enrageait. Qui? « Oh oui, dit Rainbird. J'obtiens ce que je veux, quand je le veux, et on me donne ce que je veux. Je crois que ça doit être pour mes beaux yeux. » Son sourire s'élargit, et soudain il eut tout du rapace. L'œil intact roulait dans son orbite. « Qu'êtes-vous en train de me dire ?» demanda Cap. Il lui fallait un verre d'eau. « Simplement que j'ai passé pas mal de temps en Arizona à me balader et à humer le vent. Et pour vous, Cap, ça sent mauvais, ça sent le soufre.
J'ai eu le temps de lire et de réfléchir pas mal, et je crois que je suis sans doute le seul homme au monde à pouvoir vous ramener à coup sûr vos 2 fugitifs. Et peut-être que je suis le seul homme au monde à pouvoir sortir quelque chose de la gosse quand elle sera là. Votre gros rapport, votre thorazine et votre orazine, il y a peut-être là-dedans bien plus que ne pourront en résoudre les drogues, plus de danger que vous ne pouvez le comprendre. À écouter Rainbird, on aurait cru entendre le fantôme de Vanless, et Cap se trouvait maintenant saisi d'une telle frayeur et d'une telle fureur qu'il n'était plus capable de parler. « Je ferai tout ça, dit gentiment Rainbird. Je les ramènerai ici, et vous mènerez vos tests. On aurait cru un père donnant à son enfant la permission de s'amuser avec un nouveau jouet. À condition que vous me laissiez disposer de la fille quand vous en aurez fini avec elle. »« Mais vous êtes cinglé » murmura Cap. « Comme vous avez raison, dit Rainbird en riant. Vous aussi, vous êtes fou allié. Assis là, à dresser des plans pour contrôler une force qui vous dépasse, une force qui n'appartient qu'aux dieux, et à cette petite fille. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de vous faire disparaître, ici, tout de suite demanda Cap. Ma parole, dit Rainbird, que si je disparais, il va déferler sur ce pays une telle vague de réprobation et d'annégation dans le mois qui suivra, que l'affaire du Watergate aura l'air d'un vol de bonbons à côté. Ma parole que si je disparais, la boîte cesse d'exister dans les 6 semaines, et que dans les 6 mois, vous vous retrouvez devant un juge à répondre de crimes assez sérieux pour vous coller derrière les barreaux le reste de votre vie. À nouveau, il sourit, découvrant des dents tordues. N'en doutez pas, Cap. J'ai passé de longs jours dans cette vigne puante et pourrie, et la vendange sera bien amère, croyez-moi. Cap essaya de rire, mais ne put émettre qu'un grognement étouffé. Voilà 10 ans que je traîne mes guêtres dans le coin, dit calmement Rainbird, comme un animal qui a connu l'hiver et s'en souvient. Je détiens un tel bric-à-brac, Cap, des photos, des bandes, des photocopies de documents, à faire tourner les sangs de monsieur tout-le-monde. C'est impossible, dit Cap. Mais il savait que Rainbird ne bluffait pas, et il eut l'impression qu'une main froide et invisible lui serrait la poitrine. Oh si, c'est tout à fait possible, dit Rainbird. Je me trouve depuis 3 ans au carrefour de l'information. J'ai pu piquer à ma guise dans vos banques de données informatiques, en payant, bien sûr, ce qui revient cher, mais j'ai payé. On me payait bien, moi, et j'ai su faire fructifier mes investissements. Je me tiens là, debout, devant vous, assis en fait, mais c'est moins poétique, comme l'exemple triomphant de la libre entreprise américaine. Non, dit Cap. Si, répliqua Rainbird. Je suis John Rainbird, mais aussi le bureau américain des sous-études géologiques. Vérifiez si vous voulez. Mon code d'ordinateur est Axon. Contrôlez les codes de temps partagés de votre terminal principal. Prenez l'ascenseur et je vous attends. Rainbird croisa les jambes et la jambe droite de son pantalon se releva, révélant un accroc et un renflement à hauteur de la couture de l'une de ses bottes. On aurait dit un homme prêt à attendre jusqu'à la fin des temps, si nécessaire. L'esprit de Cap tourbillonnait. Accès à l'ordinateur en temps partagé, peut-être, mais cela ne vous permet toujours pas de piquer. Allez voir le docteur Nofzjäger, lui proposa aimablement Rainbird. Demandez-lui le nombre de possibilités de fouiller un ordinateur une fois qu'on a accès au temps partagé. Il y a 2 ans, un jeune et brillant élève de 12 ans a pu forcer la banque de données de l'Université de Californie du Sud. Au fait, je connais votre code d'entrée, Cap, c'est Brow cette année. Et l'an dernier, c'était Rude. Je crois que ça collait mieux. Cap s'assit et regarda Rainbird. Son esprit, semblait-il, s'était divisé en un cirque à 3 pistes. L'une s'étonnait de n'avoir jamais entendu John Rainbird en raconter autant d'un seul coup. L'autre essayait de se faire à l'idée que ce dingue savait tout des affaires de la boîte. La troisième était en train de se souvenir d'une malédiction chinoise, une malédiction qui paraissait trompeusement agréable jusqu'au moment où l'on s'asseyait pour y réfléchir vraiment. Puissiez-vous vivre des moments intéressants. Depuis 1 an et demi, il avait vécu des instants extrêmement intéressants. Il eut l'impression qu'un seul instant intéressant de plus pourrait le rendre complètement fou. Puis il se mit à repenser à Vanless, une pesante horreur surgissant dans son esprit. Il eut l'impression de devenir Vanless, environné de démons, mais incapable de les chasser ou même de les mettre de son côté. « Mais qu'est-ce que vous voulez, Rainbird ?»« Je vous l'ai déjà dit, Cap. Rien que votre parole que mon rôle dans cette affaire McGee ne se terminera pas avec le fusil, mais ne fera que commencer. Je veux... » L'œil de Rainbird se fit plus sombre, pensif, maussade, introspectif. « Je veux la connaître intimement. » Cap le considéra, horrifié. Rainbird comprit soudain et secoua la tête avec mépris.
Non, pas comme ça, pas au sens biblique du terme, mais je veux la connaître. Elle et moi allons être bons amis, Cap. Si elle détient autant de pouvoir que les choses semblent le montrer, elle et moi allons devenir de grands amis. Cap manifesta son humeur, pas exactement un rire, plutôt un gloussement aigu. L'expression de mépris ne disparut pas du visage de Rainbird. Non, bien sûr, vous ne croyez pas que ce soit possible. Vous regardez mon visage et vous voyez un monstre. Vous regardez mes mains et vous les voyez couvertes du sang que vous m'avez donné l'ordre de verser. Mais je vous le dis, Cap, c'est ainsi que ça va se passer. Voilà 2 ans que la gamine n'a pas eu d'amis. Elle a eu son père, un point c'est tout. Vous la voyez comme vous me voyez, Cap, et c'est votre grand défaut. Vous regardez et vous voyez un monstre, sauf que dans le cas de la gamine, il s'agit d'un monstre utile. Peut-être est-ce parce que vous êtes blanc. Les blancs voient des monstres partout. Les blancs voient des monstres en se regardant la queue. Rainbow se remit à rire. Au moins Cap commençait-il à se calmer et à penser raisonnablement. Et pourquoi le permettrais-je, même si tout ce que vous dites est vrai? Vos jours sont comptés, nous le savons tous les deux. Ça fait 20 ans que vous courez après votre mort. Le reste n'est qu'anecdote, simple passe-temps. Vous vous en rendrez compte bien assez tôt, et puis ce sera à la fin pour nous tous. Aussi, pourquoi vous donnerais-je le plaisir de posséder ce que vous désirez? Peut-être avez-vous raison, répondit Rainbird. Peut-être bien que je cours après ma mort. Je n'aurais pas attendu de vous une phrase aussi poétique, Cap. Peut-être la crainte de Dieu devrait-elle vous visiter plus souvent? Oh, vous n'êtes pas du tout l'idée que je me fais de Dieu, dit Cap. Rainbird sourit. Je ressemble davantage aux démons des chrétiens, certes, mais je peux vous dire ceci. Si j'avais vraiment couru après ma mort, je crois que je l'aurais trouvé depuis longtemps. Je l'ai peut-être traqué par jeu, mais je n'ai nulle intention de vous démolir, Cap. Ni vous, ni la boîte, ni les services de renseignement du pays. Je suis tellement idéaliste. J'ai seulement besoin de cette fillette. Et vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez besoin de moi, que je suis capable d'accomplir des choses que ne réussiront pas toutes les drogues de la pharmacie du docteur Hochstetter. Et en échange demanda Cap. Une fois l'affaire McGee terminée, le bureau américain de sous-études géologiques cessera d'exister. Le patron de votre ordinateur, Nofsjäger, pourra changer tous ses codes. Vous, Cap, vous partirez pour l'Arizona avec moi par un avion des lignes régulières. On se paiera un bon repas dans mon restaurant préféré de Flagstaff et on rentrera chez moi. Et derrière, dans le désert, on fera un grand feu et on fera griller des tas de papiers, des bandes et des films. Je vous montrerai même ma collection de chaussures si ça vous amuse. Cap réfléchit à la question. Rainbird, assis calmement, lui en laissa tout le temps. Cap dit enfin. Hochstetter et ses collègues pensent que ça pourrait bien prendre 2 ans pour vider complètement la gamine. Tout dépend de l'enracinement et de ses inhibitions. Oui, mais dans 4 à 6 mois, vous ne serez plus là, dit Rainbird. Cap haussa les épaules. Rainbird se toucha le nez de l'index et redressa la tête. Un geste grotesque de conte de fées. Je pense qu'on peut vous maintenir en selle plus longtemps que ça, Cap. À nous deux, nous devons connaître des centaines de cadavres cachés au fond du placard, dans tous les sens du terme. Et je suis persuadé qu'il ne faudra pas des années. En fin de compte, nous aurons l'un et l'autre ce que nous voulons. Qu'en dites-vous? Cap y réfléchit. Il se sentait vieux et fatigué et complètement perdu. Je crois que c'est un marché conclu, dit-il. Parfait, dit vivement Rainbird. Je crois que je vais devenir le domestique de la gamine. Un personnage totalement inattendu dans la situation, ce sera très important pour elle. Et bien sûr, elle ne saura jamais que c'est moi qui aurais tenu ce fusil. Ce serait dangereux qu'elle l'apprenne, n'est-ce pas? Très dangereux. Pourquoi? Demanda enfin Cap. Pourquoi en êtes-vous arrivé à ces folles extrémités? Ça a l'air fou? Demanda Rainbird d'un ton léger. Il se leva et prit l'une des photos posées sur le bureau de Cap. La photo de Charlie en train de glisser sur la neige, assise sur sa boîte en carton aplati. Elle riait. On engrange tous nos récoltes pour l'hiver dans ce boulot, Cap. C'est ce que faisaient Hoover et les directeurs de la CIA. Et vous aussi, sans quoi vous seriez déjà à la retraite. Quand j'ai commencé, Charlene McGee n'était pas encore née et je faisais gaffe à mon cul. Mais pourquoi la fille? Demanda Cap. Rainbird demeura un long moment sans répondre. Il regardait attentivement la photo, tendrement presque. Il la toucha. Elle est très belle, dit-il, et très jeune. Et cependant, il y a en elle votre facteur Z, la puissance des dieux. Nous allons être très intimes, elle et moi. Son œil se fit rêveur. Oh oui, nous allons être très intimes.
Dans la boîte. Le 27 mars, Andy McGee décida brutalement qu'il ne pouvait demeurer plus longtemps à Attachmore. Il y avait plus de 2 semaines qu'il avait posté ses lettres, et si cela avait dû provoquer quelque chose, ce serait déjà arrivé. La simple existence de ce silence persistant autour du chalet de grand-père le mettait mal à l'aise. Peut-être l'avait-on pris tout simplement pour un cinglé, mais il ne croyait pas. Ce qu'il croyait, ce que son intuition la plus profonde lui chuchotait, c'est qu'on avait, en quelque sorte, fait disparaître ses lettres. « On part, dit-il à Charlie. On fait nos bagages. » Elle se contenta de le regarder de ses yeux attentifs, un peu effrayés, et ne dit mot. Elle ne lui demanda pas où ils allaient, ni ce qu'ils allaient faire, et cela aussi le rendit nerveux. Dans l'un de ses placards, il découvrit 2 valises sur lesquelles étaient collées des étiquettes de villégiature. Grand Rapids, Niagara Falls, Miami Beach, et ils se mirent l'un et l'autre à trier ce qu'ils allaient emporter et ce qu'ils allaient laisser. Un soleil aveuglant entrait par les fenêtres, sur le côté est du chalet. L'eau ruisselait et gargouillait dans les gouttières. La nuit précédente, il avait peu dormi. La débâcle des glaces avait commencé, et il était demeuré éveillé à l'écouter. Le bruit sourd, éthéré et quelque peu inquiétant de la vieille glace jaune qui se brisait et dérivait lentement, descendant vers le goulet de l'étang, là où le fleuve Hancock s'écoule vers l'est à travers le New Hampshire et tout l'État du Maine, sentant de plus en plus fort, devenant de plus en plus pollué, jusqu'à se vomir, bruyant et mort dans l'Atlantique. Le bruit ressemblait à une note cristalline prolongée, ou peut-être à celle d'un archet qu'on passait inlassablement sur la corde aiguë d'un violon. Un ding permanent et flûté qui se posait sur les terminaisons nerveuses et semblait les faire vibrer en sympathie. Jamais auparavant il ne s'était trouvé là, à la fonte des glaces, et il n'y reviendrait probablement jamais. Il y avait quelque chose de terrible et d'étrange dans ce son qui vibrait au milieu de l'éternelle verdure des arbres, au fond de cette cuvette cernée de collines basses et érodées. Il sentit qu'à nouveau ils étaient tout près, comme un monstre entreaperçu dans un cauchemar persistant. Le lendemain de l'anniversaire de Charlie, il s'était lancé dans l'une de ses randonnées, les skis mal fixés aux pieds, et il était tombé sur des traces de pas dans la neige qui menaient à un gros épicéa. La croûte était parsemée de trous là où les raquettes avaient été enlevées et plantées verticalement dans la neige, et l'on voyait des marques confuses de piétinement là où leur propriétaire les avait ensuite rechaussées. Des bateaux à gadou, les appelait grand-père, qui les tenait en parfait mépris pour quelque obscure raison personnelle. Au pied de l'arbre, Andy avait trouvé 6 mégots de vintage et une boîte jaune écrasée de film Kodak 3X. Plus mal à l'aise que jamais, il avait retiré ses skis et avait grimpé à l'arbre pour constater, à mi-hauteur, que l'on disposait d'une vue parfaite sur le chalet de grand-père à plus d'1 kilomètre de là. Tout petit et apparemment vide, mais avec un téléobjectif. Il n'en avait rien dit à Charlie. Les valises étaient faites, le silence persistant de Charlie le contraignit à un bavardage nerveux, comme si en se taisant elle l'accusait. « Nous allons nous rendre jusqu'à Berlin, et de là, dit-il, nous prendrons un bus pour retourner à New York. Nous allons au bureau du New York Times. »« Mais papa, tu leur as écrit ?»« Oui, chérie, mais il se peut qu'il n'ait pas reçu la lettre. » Elle le regarda un moment en silence, puis lui demanda. « Tu crois qu'ils l'ont prise ?»« Bien sûr que... » Il secoua la tête et reprit. « Charlie, je n'en sais absolument rien. » Charlie ne répondit pas. Elle s'agenouilla, ferma les valises et se mit à tripoter les serrures sans grand succès. « Attends, mon chou, je vais t'aider. »« Non, je sais le faire, cria-t-elle. Et elle se mit à pleurer. « Mais Charlie, ne pleure pas, mon chou, je t'en prie. C'est presque fini. »« Non, c'est pas fini, dit-elle en pleurant de plus belle. Ce ne sera jamais fini. » Ils étaient une bonne douzaine autour du chalet de grand-père McGee. Ils avaient pris position la veille au soir. Tous portaient des vêtements mouchetés blancs et verts. Aucun d'entre eux ne s'était trouvé à la ferme des Manders, et aucun d'entre eux n'était armé à l'exception de John Rainbird qui avait le fusil, et Don Jules qui portait un pistolet calibre 22. « Je ne veux pas courir le risque de voir quelqu'un s'affoler à cause de ce qui s'est passé à New York, » avait dit Rainbird à Cap. « Ce Jamieson a toujours l'air d'avoir les couilles sur les genoux. » De même ne voulut-il pas d'agents armés. Les événements avaient une fâcheuse tendance à tourner au bizarre, et il ne souhaitait pas rentrer d'opération avec des cadavres. Il avait lui-même sélectionné ses hommes et choisi Don Jules pour s'occuper d'Andy McGee. Jules, petit, la trentaine, silencieux et morose, connaissait bien son boulot. Rainbird le savait car il était le seul avec lequel il eût accepté de travailler plus d'une fois. Un gars rapide et efficace qui ne se mettait pas en travers du chemin au moment critique. McGee sortira à un moment ou à un autre de la journée, leur avait dit Rainbird lors du briefing.
La gamine sort de temps en temps, mais McGee toujours. Si l'homme se montre seul, je m'en charge, puis Jules l'emmène rapidement et en silence. Si la gamine sort, même chose. S'ils apparaissent tous les deux ensemble, je prends la gamine et Jules s'occupe de McGee. Les autres ne sont là que pour jouer les halbardiers. C'est compris? Rainbird dardait sur eux son œil unique. Vous êtes là pour le cas où quelque chose tournerait vraiment mal. Un point, c'est tout. Bien entendu, si quelque chose tournait vraiment mal, la plupart d'entre vous se mettraient à foncer vers le lac avec le feu au pantalon. Il y a une chance sur 100 pour que vous interveniez. Il est bien entendu que vous venez également à titre d'observateur et de témoin au cas où je merderais mon coup. Ces paroles avaient déclenché un petit rire nerveux. Rainbird leva un doigt. Si l'un de vous joue mal son rôle et leur met la puce à l'oreille d'une manière ou d'une autre, je veillerai personnellement à ce qu'ils se retrouvent dans la jungle la plus pourrie de l'Amérique du Sud, avec le cul tout endolori. Entrez-vous bien ça dans la tête, messieurs, vous n'êtes que des figurants dans ma pièce. Tâchez de vous en souvenir. Plus tard, dans leur foyer des artistes, un motel à abandonner de St. Johnsbury, Rainbird avait pris Don Jules à part. Tu as lu le dossier de ce type? Ouais, répondit Jules en tirant sur sa camelle. Est-ce que tu piges le concept de domination mentale? Ouais. Tu as compris ce qui est arrivé aux deux types dans l'Ohio, les types qui ont essayé d'enlever sa fille? J'ai travaillé avec George Waring, dit Jules calmement. Ce type n'a pas inventé l'eau chaude. Pour notre homme, reprit Rainbird, ça n'a rien de particulièrement insolite. Je veux seulement que tout soit bien clair. Il va falloir te montrer très rapide. Ouais, d'accord. Il a eu tout l'hiver pour se reposer, ce mec. Si tu lui laisses le temps de s'occuper de toi, tu as toutes les chances de passer les 3 années à venir dans une chambre capitonnée, à te prendre pour un oiseau, un navet ou un truc comme ça. Non, non, c'est parfait. Parfait quoi? Je ferai vite, mais laisse glisser, John. Mais il y a de fortes chances pour qu'ils sortent ensemble, dit Rainbird, ignorant le conseil. Tu seras au coin de la véranda et ils ne pourront pas te voir de la porte quand ils sortiront. Tu attends que je me saisisse de la gosse. Son père va se précipiter vers elle, tu seras derrière lui. Ok, bien sûr. Et ne loupe pas ton coup, Don. Jules avait un petit sourire et fumait. Non, non, dit-il. Les valises étaient prêtes. Charlie avait mis son manteau et son pantalon de ski. Andy enfila son blouson, remonta à la fermeture à glissière et ramassa les valises. Il ne se sentait pas bien du tout, nerveux, une de ses prémonitions. Toi aussi tu le sens, hein demanda Charlie, son petit visage pâle et dépourvu d'expression. Andy acquiesça à contre-cœur. Qu'est-ce qu'on fait, papa? Eh bien, on espère que notre impression est prématurée, dit-il, encore qu'il n'y crut pas au fond de lui-même. Que veux-tu que nous fassions d'autre? Que pouvons-nous faire d'autre? Répondit-elle en écho. Elle vint près de lui et leva les bras pour qu'il la prenne. Il ne se rappelait pas l'avoir vu faire ça depuis longtemps. 2 ans, peut-être. C'est fou ce que le temps passait, comme un enfant changé vite, sous vos yeux, avec une discrétion presque terrible. Il reposa les valises, la prit dans ses bras et la serra contre lui. Elle l'embrassa sur la joue, puis l'étreignit à nouveau très fort. « Tu es prête ?» demanda-t-il en la reposant. « Je crois, » dit Charlie. Elle était à nouveau au bord des larmes. « Papa, je n'allumerai plus de feu, pas même s'ils arrivent avant qu'on puisse partir. »« D'accord, dit-il. Très bien, Charlie, je comprends ça. »« Je t'aime, papa. »« Moi aussi je t'aime, mignonne, » dit-il, hochant la tête, et il alla ouvrir la porte. Un instant, le soleil l'aveugla, puis ses pupilles s'étrécirent et le jour s'éclaircit, brillant, éclatant de neige mouillée. À sa droite, Tashmorpond étincelait, des taches irrégulières d'eau bleue apparaissaient entre les morceaux de glace qui flottaient. Droit devant la forêt de pins, à peine parvenait-il à distinguer à travers les arbres le toit au bardeau vert du chalet voisin, dégagé enfin de sa neige. Les bois étaient calmes, et le sentiment de malaise d'Andy se fit plus fort. Où étaient les chants d'oiseaux qui les saluaient tous les matins depuis que la température avait commencé à se faire plus douce? Pas de chants d'oiseaux aujourd'hui, seulement la neige fondue qui tombait des arbres goutte à goutte. Il se prit à souhaiter désespérément que grand-père eût fait installer le téléphone. Il dut réprimer une forte envie de crier « Qui est là ?» de toutes ses forces. Mais cela n'aurait fait qu'effrayer davantage Charlie. « Tout a l'air calme, dit-il. Je crois qu'on a toujours de l'avance sur eux, s'ils doivent venir. »« Parfait, dit-elle d'une voix sans timbre. »« Allons-y, petite, dit Andy, qui, pour la 100e fois, pensa « Que pouvons-nous faire d'autre ?» et songea à nouveau à quel point il les haïssait. Charlie traversa la pièce, passa à côté de l'évier plein des assiettes lavées le matin même, après le petit déjeuner, et vint vers lui.
Tout le chalet était exactement comme il l'avait trouvé, propre et briqué. Grand-père aurait été content. Andy passa son bras autour des épaules de Charlie et la serra brièvement. Puis il ramassa les valises et ils sortirent ensemble dans le soleil du printemps. John Rainbird se trouvait à mi-hauteur d'un grand épicéa à 150 mètres de là. Il avait au pied des crochets d'électricien et une ceinture de sécurité le maintenait fermement contre le tronc de l'arbre. Quand s'ouvrit la porte de la maison, il épaula son fusil et assura sa prise. Un calme total l'enveloppa, comme une cape rassurante. Devant son œil unique, tout devint étonnamment clair. Lorsqu'il avait perdu l'autre, il avait souffert d'aberrations du sens du relief, mais lors des moments d'intense concentration, comme celui-ci, il recouvrait sa vue perçante d'antan, comme si l'œil perdu parvenait un court instant à se régénérer. Ce n'était pas un tir à longue portée, et il ne s'en serait pas fait un seul instant s'il s'était agi d'une balle affichée dans le cou de la fillette. Mais il s'agissait de quelque chose de bien plus malcommode, de quelque chose qui multipliait le risque par 10. À l'intérieur du canon de ce fusil, spécialement modifié, se trouvait une fléchette fixée à une ampoule d'orazine. Et à cette distance, il y avait tout de même un risque que cela dévie ou bascule. Heureusement, le vent était presque inexistant. « Si telle est la volonté du grand esprit et de mes ancêtres, pria silencieusement Rainbird, guidez mes mains et mon œil pour que je réussisse. » La fillette sortit, son père à côté d'elle. Jules était en place. Dans le viseur télescopique, la fillette paraissait aussi large qu'une porte de grange. Le bleu du parka se détachait, éclatant contre les planches du chalet. Un instant, Rainbird remarqua les valises dans les mains d'Andy. Ils arrivaient à temps. La fillette avait baissé son capuchon et remonté sa fermeture à glissière jusqu'à mi-hauteur seulement, laissant le vêtement légèrement entrebâillé au niveau de la gorge. Il faisait tiède, le temps était aussi avec Rainbird. Il posa le doigt sur la détente et plaça la croix du viseur à la base du cou. Si telle est la volonté, il pressa la détente. Pas d'explosion, mais un simple « pfiout » et un petit nuage de fumée sortant de la culasse. Il se trouvait en haut des marches quand Charlie s'arrêta soudain et fit entendre un bruit de gorge étranglée. Immédiatement, Andy laissa choir les valises. Il n'avait rien entendu, mais il se passait quelque chose de terrible. Quelque chose avait changé chez Charlie. « Charlie ! Charlie !» Il la regarda. Elle se tenait immobile comme une statue d'une beauté incroyable sur le fond de neige brillante, incroyablement petite. Et soudain, il découvrit la cause du changement, si fondamental, si horrible qu'il n'avait pu comprendre immédiatement. Ce qui ressemblait à une longue aiguille sortait de la gorge de Charlie, juste sous la pomme d'Adam. Sa main gantée s'y porta, la trouva, la tordit en un angle grotesque vers le haut. Un mince filet de sang commença à s'écouler de la blessure et à dégouliner le long de son cou. Une fleur de sang, petite et délicate, macula le col de sa chemise et toucha à peine la fourrure synthétique qui bordait la fermeture de son parka. « Charlie !» hurla-t-il. Il bondit en avant et lui saisit le bras à l'instant exact où les yeux de sa fille se révulsaient et où elle s'écroulait en avant. Il la posa devant la porte, hurlant son nom sans arrêt. La fléchette, fichée dans la gorge, étincelait au soleil. Son corps avait la souplesse désarticulée de la mort. Il la saisit, la serra dans ses bras et regarda vers les bois ensoleillés qui paraissaient si vides, où pas un oiseau ne chantait. « Qui a fait ça ?» hurla-t-il. « Qui a fait ça ? Montrez-vous que je vous vois !» Don Jules tourna le coin de la véranda. Il portait des chaussures de tennis Adidas et tenait en main le 22. « Qui a tiré sur ma fille ?» hurlait Andy. Quelque chose dans sa gorge vibra douloureusement en écho à son cri. Il la serra contre lui, si souple et désarticulée dans son chaud parka bleu. Ses doigts se portèrent à la fléchette et l'arrachèrent, provoquant un nouveau filet de sang. « Rentre là dans le chalet, pensa-t-il. Rentre là !» Jules s'approcha de lui et tira derrière la tête, de la même façon que l'acteur Booth avait abattu le président Lincoln. Un instant, Andy tituba, serrant davantage encore Charlie contre lui, puis il s'effondra sur elle. Jules l'examina attentivement, puis fit signe aux hommes dans les bois. « Ce n'était rien du tout, se dit-il, tandis que Rainbird approchait du chalet, pataugeant dans la neige fondante de mars finissant. Rien du tout ? Pourquoi en faire tout un plat ?